Oula, mais c'est que j'ai refait ma spécialité, faire 3 épisodes de quelque chose et puis m'arrêter. Sauf que là, pour une fois, je reprends. Parce que j'en ai vraiment envie de parler de l'actu ciné. Alors, pour pas faire un gros épisode dégoulinant et indigeste, on va faire ça stratégiquement. Aujourd'hui, on parle des films de février, la semaine prochaine de ceux de mars, puis d'avril et enfin de mai, avant de reprendre un rythme plus régulier d'ici fin juin. Donc on n'a pas de temps à perdre, c'est parti. Imaginez qu'à la base, quand j'avais commencé l'écriture, ce podcast devait uniquement parler des Oscars, de Bref 2, du 4ème Captain America ou de Cuir. Ouais, le temps passe trop vite, c'est l'enfer. Bon, quand je regarde mon journal de visionnage sur Letterboxd, je remarque que les derniers films dont j'ai parlé ici, Maria, The Brutalist, Sing Sing, ça date de début février. Donc la question qui se pose ici, c'est qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui est sorti en février? Franchement, plein de trucs, et même des trucs très très bons. Des trucs pétés aussi, hein, mais on va faire ça dans l'ordre. Très rapidement, vu que c'est un rattrapage d'un film de janvier que j'avais loupé, j'ai vu Companion, le film entre guillemets d'horreur qui est plus finalement de l'anticipation, et j'ai trouvé ça plutôt réussi pour ce que ça veut faire, mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. L'idée de départ est top, il y a 2-3 idées scénaristiques qui font sourire, mais une fois que c'est parti, on est sur des roulettes, et il y a assez peu de surprises. Par contre, Sophie Thatcher prouve encore une fois, après Hérétique, qu'elle est pleine d'avenir. Pour ceux qui l'auraient aussi, comme moi, raté en salle, en Belgique, c'est déjà dispo sur HBO Max. Sur Prime Video le 6 février, un petit film qui vous a peut-être échappé, et ce serait dommage, The Order, de Justin Kurzel, le film avec Jude Law en agent du FBI qui fait face à Nicolas Hoult, en chef d'une organisation de suprémacistes blancs. Tiré d'une histoire vraie, c'est, surtout pour un film de plateforme, vraiment une belle réussite. Un style très 70s dans sa mise en image, une bande-son excellente, et puis une vision de l'Amérique malheureusement encore très actuelle. C'est sur Prime et c'est... ouais, le meilleur film que j'ai vu sur une plateforme cette année. Bon, ok, le meilleur film live action on va dire, parce que voilà, c'est Gromit sur Netflix, c'était quand même bien cool aussi. Passage obligé de la semaine du 12 février, il y avait le Captain America 4, Brave New World, clairement massacré à coups de reshoot et qui a sacrifié tous ses effets de surprise pour le bien du marketing. Niveau reshoot, pour vous dire, le personnage de Giancarlo Esposito n'était même pas dans la première version du film. Et après on s'étonne que ça coûte un bras. Bah oui, quand tes reshoots sont aussi longs que ton tournage de base, fatalement ça coûte 2 fois plus cher, c'est mathématique. Et niveau marketing, quand on voit comment c'est amené dans le film, je suis pas sûr que le Red Hulk était censé être au centre de la promo. Parce que là, ils nous ont littéralement vendu ce nouveau Captain à coups de Red Hulk, sur les affiches et dans les trailers. Tout ça pour qu'il apparaisse 5 minutes à la fin, dans une scène avec des fonds verts tout moches. Et pendant tout le film, ça nous tease qu'il y a un truc pas net avec le personnage de Harrison Ford, ça l'entoure de rouge par moments, ça débule la caméra quand il s'énerve un peu. Franchement, ça aurait presque pu être subtil si on ne savait pas à l'avance qu'il allait devenir un grand méchant tout rouge. Et d'ailleurs, tout le monde l'a dit, mais faire du président des États-Unis un monstre écarlate qui a des soucis de gestion de la colère, vu l'état actuel du monde, ça aurait pu être super intéressant, si ça avait été bien traité, ou même si ça avait été traité tout court en fait. Mais non, ils ont été trop frileux. Faudrait pas se mettre la moitié du public à dos en osant un discours légèrement trop politique. Sauf que tenter de nous refaire un Winter Soldier mais en n'osant pas aller sur le côté politique le plus évident, ça marche beaucoup moins bien. Et pourtant, je suis pas un immense fan de Captain America 2, mais faut bien avouer que c'est bien mieux que ce 4ème opus, qui n'est pas encore le film qui redressera le bateau Marvel. Ni niveau qualité, ni niveau box-office. Peut-être Thunderbolt? Ouais, alors financièrement, c'est pas certain, mais niveau qualité, on en parlera dans le podcast d'avril. Toujours le 12 février, un truc totalement différent, un film d'animation en 2D, un film des Looney Tunes, Porky et Daffy sauvent le monde. C'était pas mal, ça fait plaisir de revoir de l'animation 2D, il y a quelques twists marrants, mais mon souci c'est que ça aurait quasiment pu tenir dans un cours de 20 minutes. On sent que ça tire en longueur pour arriver aux 90 minutes, mais à part ça, si on apprécie les personnages et l'univers, on passe un bon moment. Ça rend hommage au film Parano des années 50, ça fera plaisir aux connaisseurs, et pour les autres ou les enfants, ça se regarde sans déplaisir. Ah ouais, je vous ai dit, on avance. Le 14, on passe sur une plateforme avec The Gorge sur Apple TV, dernier film de Scott Derrickson, à qui on doit le très bon Sinister, mais aussi Doctor Strange. Et ici, pareil, ça sent le gros film de commande à plein nez. On met 2 bons acteurs beaux gosses dans 2 tours pour garder des trucs hyper secrets, on trouve une excuse débile pour qu'ils aillent dans cet endroit hyper secret, on fait quelques scènes d'action, et basta,
on rajoute quelques explications à la con, et de toute façon, on s'en fout, le public est pas là pour ça, et on refile ça à un yes man compétent, et ça fait un film. En gros, The Gorge, c'est ça. C'est Miles Teller et Anya Taylor-Joy, séparés par un immense ravin. Ils s'observent quelques semaines avec leurs jumelles, et à un moment, ils se disent qu'ils se sentent quand même bien seuls, et que quitte à être ici, autant se rejoindre pour tirer un coup. Sur le retour, Miles, à force de faire le malin, tombe dans le ravin, évidemment. Anya veut aller le sauver, ça se tape contre des créatures moches, blablabla, et c'est fini. Alors, autant les effets spéciaux sont pas incroyables, autant j'aime assez le design et l'idée derrière les monstres. Ça, j'avoue. Et pour le reste, qu'est-ce que c'est con! Rien que le fait que tout ça parte en vrille, c'est à cause du fait qu'ils n'aient pas pu résister, et ont décidé de se rejoindre pour Ken. C'était déjà bien débile, mais en fait, tout le film est vraiment crétin. C'est marrant, hein? Mais c'est pas un bon film, quoi. La semaine suivante, chez nous, en Belgique, sortait le biopic musical de ce début d'année, Un parfait inconnu, le film sur Bob Dylan avec Timothée Chalamet. Vous voyez, le film pour lequel il a pas eu l'Oscar, et que tout le monde a déjà oublié. Ouais, celui-là. Alors, j'en ai pas grand-chose à faire de Dylan, et ça a pas changé avec ce film. Par contre, Monica Barbaro, pardon, mais... Wow! Elle bouffe l'écran dès qu'elle apparaît, et irradie tout quand elle commence à chanter. Autant Chalamet en Dylan, je luttais pour être intéressé, autant dès que Joan Baez apparaissait, ça redonnait complètement vie au film. Une belle reconstitution de l'époque, Mangold reste un bon faiseur, mais dans l'ensemble, ça ne m'a pas passionné, et 3 mois plus tard, je n'en ai que très peu de souvenirs. La même semaine sortait September 5 de Tim Fellbaum, qui nous plonge dans les coulisses d'une chaîne de télé américaine pendant les Jeux Olympiques de 1972, l'année où des athlètes israéliens sont pris en otage dans le village olympique. Un sujet déjà traité au cinéma par Steven Spielberg dans son film de 2005, Munich. La force de September 5 est de rester 100% du temps avec l'équipe de télé. On n'ira jamais dans l'appartement où se passe la prise d'otage, on ne verra jamais plus que ce que eux voient, filment et décident de retransmettre, et ce qui se passe dans la rédaction. Une rédaction pas du tout habituée à ce genre d'événement puisque, JO oblige, c'est l'équipe des sports qui est sur place. Ultra réaliste, prenant, il est peut-être passé sous vos radars quand il est sorti, alors n'hésitez pas à le rattraper quand il sera dispo. Et pour cette dernière semaine, avant de passer à ce qui était pour moi sans doute le meilleur film de février, le 26 février, on a eu droit au nouveau film d'Osgood Perkins, à qui on devait l'année passée Longlegs, qui faisait quand même l'exploit d'avoir un marketing beaucoup plus intéressant que son film, et qui revient avec une adaptation d'une nouvelle de Stephen King, The Monkey. Il y a un truc qui est sûr, et ça s'est senti dès les affiches et les trailers, on est sur quelque chose de beaucoup moins sérieux. Un singe mécanique qui tue quelqu'un dès qu'on l'active, effectivement, compliqué de faire passer ça pour de l'Elevated Horror. Et ça cherche pas du tout à en être. On est plus sur de la série B sympa, qui tire vers du destination finale dans ses morts, et ne s'embête pas trop niveau scénar. Avec 2 Theo James pour le prix d'un, d'ailleurs, faut vraiment qu'on parle de cette tendance qu'ont les films cette année à utiliser 2 fois le même acteur. Ça se répète beaucoup trop souvent pour que ce soit un hasard. En particulier chez Warner d'ailleurs. Mais on en parlera dans les prochains podcasts, quand on évoquera Mickey 17, Altonites ou Sinners. Ici je pense que Perkins réussit ce qu'il voulait faire. Un petit film fun, sans trop de prétention, avec 2-3 morts marquantes. En fait, il y a un petit côté chair de poule, mais avec plus de budget et plus de sang. Petite anecdote marrante mais qui n'a aucun sens, dans la nouvelle de King, c'est un singe mécanique avec des cymbales. Vous voyez le mème de Homer qui réfléchit? Ouais ben un singe comme ça. Sauf qu'ici, Perkins a dû en faire un singe avec une batterie et des baguettes. Parce que les droits d'un singe avec des cymbales est détenu par Disney. Et ouais, le singe qui apparaît dans une scène de Toy Story 3 fait que personne d'autre ne peut utiliser un jouet singe avec des cymbales. Et je trouve ça complètement fou. Et tant qu'on est sur des anecdotes, Osgood Perkins, c'est le fils d'Anthony Perkins, principalement connu pour avoir été le Norman Bates de Psychose, et qui incarne d'ailleurs le jeune Norman dans Psychose 2. Voilà, l'horreur chez eux, c'est de famille. Et on y est, pour moi le meilleur film de février, c'est le dernier film de Luca Guadagnino, Queer, avec un Daniel Craig bourré dans le fin fond de l'Amérique latine, qui a fort chaud, mais qui aimerait bien avoir un petit jeune dans son lit pour avoir encore plus chaud. C'est inspiré d'une œuvre de William S. Burroughs, un romancier assez fort porté sur la drogue, ce qui se ressent en particulier ici où Craig joue globalement l'avatar de Burroughs, qui a lui-même passé quelques années dans ces coins-là du monde,
à la recherche d'une plante hallucinogène, le yagé, plus connu aujourd'hui sous le nom d'ayahuasca. Donc Guadagnino, hallucination, chaleur, moiteur, échange de fluide entre hommes, en gros, vous avez une idée d'à quoi peut ressembler le film. Et si vous aimez le style du réalisateur, ce qui est plutôt mon cas, vous allez kiffer. Par contre, je dois être le seul dont mon film préféré du gars, c'est son remake de Suspiria. Et encore pire que ça, je pense que c'est à la limite du légal et qu'on risque de me reprendre ma carte de cinéphile, je préfère le remake à l'original d'Argento. Et ouais, sorry. Mais queer dans tout ça. J'allais dire que c'est joli, mais j'ai du mal à vraiment voir de la beauté. C'est esthétique, on va dire. Avec cette fausse ville clairement refaite en studio, quand ça se voit à ce point, c'est que c'est voulu. Cette fausseté du décor qui est un peu le miroir de la vie que mène le personnage de Craig. Faite de drogue, de rencontres sans lendemain, jusqu'à sa rencontre avec Allerton. Et là commence la quête du yagé, pour arriver à une profondeur de sentiment, d'amour, de sensorialité qu'il n'a jamais connue auparavant. C'est un sacré morceau, je ne commencerai sans doute pas la filmo de Guadagnino par celui-là, mais si vous aimez ce qu'il fait, il y a beaucoup de chances que vous soyez séduit par Queer. Et pour terminer, le lendemain sur Prime, est enfin arrivé un film qui avait fait pas mal de bruit aux States et a même été nommé pour quelques Oscars, Nickel Boys, de Ramel Ross. Le film utilise un procédé de mise en scène très spécial puisqu'il est filmé à la première personne. La caméra, c'est littéralement le regard du personnage, puis plus tard d'un deuxième. Et dans son autre moitié, qui se passe dans une temporalité différente, on est là en vue troisième personne, juste derrière la tête du personnage. On ne le voit donc jamais de face, sauf à la toute fin. Et autant j'aime pas mal l'idée et je comprends pourquoi elle a été utilisée, autant je suis pas certain que cette histoire en particulier en avait besoin. Pour faire vite, on va suivre deux jeunes afro-américains dans une maison de correction, la Nickel Academy, réputée pour être assez brutale, surtout si t'as la malchance de ne pas être blanc. Et en Floride, dans les années 60, moment où se passe le gros de l'intrigue, sous les lois de Jim Crow, des jeunes afro-américains, cette école de redressement en était pleine. Qu'ils soient coupables ou pas d'ailleurs. Elwood Curtis par exemple, notre personnage principal, il était innocent, mais ça change pas grand chose pour eux. On va être témoin de pas mal d'horreurs à travers ses yeux, on va voir son idéalisme et sa positivité être confrontés aux dures réalités de l'établissement, et j'en dirai pas plus. Tiré malheureusement d'une histoire vraie, celle de la Dozier School, vrai centre de réhabilitation floridien, Nickel Boys n'est pas un visionnage facile, déjà par ce que traversent les personnages, mais au-delà de ça, même si l'histoire m'a pris, je n'ai pas été passionné par tout ce qui se passait, alors que c'est révoltant. Mais, malgré l'idée de mise en scène qui nous veut justement très proche des protagonistes, je suis resté très éloigné de tout ça. Et je peux pas vous le conseiller autant que j'aurais aimé. Il y a des passages très beaux visuellement, ça tire même parfois vers du Terrence Malick, ce qui n'est jamais pour me déplaire, mais pour une histoire aussi forte, j'aurais aimé être plus capté, captivé, voire même attristé en fait. Et voilà pour le mois de février. Un joli mois finalement, avec 2-3 films moins bons, fatalement, mais rien que pour cuire September 5 ou The Order, ça en valait la peine. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des films du mois de mars, avec, en vrac, Mickey 17, Parthenope ou The Electric State. Ouais, il y a du bon et du moins bon. Ciao!